Un appel au 911 a été reçu, mais l'opératrice n'a perçu que des bruits de coups et des cris. Ne sachant pas ce qui pouvait se passer, l'appel a été localisé et la police a été envoyée à la maison d'où il provenait. Mais après une brève vérification, ils n'ont rien vu de suspect et sont repartis. Alors, d'où venait cet appel ? Bienvenue ou bon retour parmi nous. Je suis Cassie, voici un monde maléfique. J'espère que vous passez une excellente journée. L'affaire dont je vais parler est encore une fois terrible et insensée. Mais il y a tout de même une lueur d'espoir. C'est l'histoire de Mackenzie Hopkins. Mackenzie Hopkins est née le 10 avril 1997 à Wichita, Kansas. Ses amis et sa famille l'appelèrent affectueusement Mickey pour faire court. Mackenzie était très déterminée et motivée. Elle se faisait aussi des amis partout où elle allait. Mackenzie voulait avoir un impact positif sur le monde. Elle cherchait constamment des moyens de s'améliorer, ainsi que d'améliorer sa vie et celle de sa fille Bella. Elle était une mère formidable et rien n'importait plus pour elle que d'apporter amour et joie à Bella. Mackenzie, Benjamin de 3 enfants, a grandi à Wichita, puis a déménagé en banlieue de Kansas City avec sa famille. Elle détestait le système scolaire local et a passé l'équivalent du bac avant d'aller à l'université pour son diplôme d'associé. Elle était aussi aide-soignante certifiée à l'hôpital de North Kansas City et suivait des cours pour devenir infirmière diplômée. Adulte, Mackenzie a eu sa fille, Bella, avec son ancien compagnon, Hector. Malgré leur séparation, le couple restait proche. Mackenzie et Bella vivaient chez les parents de Mackenzie depuis 1 an, quand Mackenzie a enfin eu assez d'argent et a décidé de partir chercher un logement pour elle. Donc, au début de janvier 2022, Shannon Hopkins aidait sa fille à emménager dans sa nouvelle maison de location à la 73e rue et Wabash Street à Kansas City. La très bonne amie de Mackenzie, ainsi que le mari de cette amie, étaient également présents ce jour-là pour aider Mackenzie et Bella à emménager dans leur nouveau logement. Quelques semaines plus tard, la famille de Mackenzie et Bella a prévu de retrouver les filles le 15 janvier. Le père de Mackenzie, Shannon, n'avait pas encore eu de nouvelles d'elle le matin du 15 janvier, mais il avait parlé à Mackenzie et Bella la veille au soir et elle lui avait dit qu'elles étaient restées éveillées tard pour regarder un film. Il savait que sa fille aimait faire la grasse matinée, donc il ne s'inquiétait pas et pensait qu'elle l'appellerait en se réveillant. Mais l'après-midi, sans appel de Mackenzie, l'inquiétude a grandi. Alors Shannon et sa fille aînée, Hazel, ont décidé de monter dans leur voiture et d'aller chez Mackenzie pour vérifier si elle allait bien. Mais alors qu'ils conduisaient, Shannon a soudain été envahi par la peur que quelque chose n'allait pas chez sa fille. Il a pensé que c'était peut-être une fuite de gaz, mais il ne savait pas d'où venait ce terrible pressentiment. Il a donc appelé la police pour demander un contrôle de bien-être sur sa fille. Il pensait qu'ils arriveraient avant lui, car il devait parcourir 32 km jusqu'à la maison de Mackenzie. Il ne voulait pas non plus ouvrir la porte tout seul si quelque chose n'allait pas, car il craignait que ce soit le cas. Ce soir-là, à 17h49, la police de Kansas City, Missouri, a été envoyée chez Mackenzie. Les policiers et la famille de Mackenzie sont arrivés presque en même temps. Et alors que les policiers s'approchèrent de la porte d'entrée, ils ont remarqué ce qui ressemblait à du sang menant jusqu'à la porte de Mackenzie. Les policiers ont demandé à Shannon d'ouvrir la porte. Il avait une clé, alors il est allé à la porte, a mis la clé dans la serrure, a poussé et s'est rendu compte que la porte était en fait déjà déverrouillée. Comme il faisait soir, il faisait sombre dans la maison, alors Shannon s'est approché pour allumer un interrupteur, mais juste avant qu'il ne puisse le faire, les lampes torches de la police ont illuminé un sol couvert de sang. La fille de Shannon, venue avec lui, restait derrière la porte moustiquaire, voyait le sang au sol et cria. Les agents ont fait sortir Shannon de la maison immédiatement, puis ils ont dégainé leurs armes et sont entrés.
Les agents sont entrés dans la maison et ont découvert Mackenzie Hopkins, âgée de 24 ans, décédée dans une baignoire immergée dans l'eau. Et Bella, âgée de 4 ans, souffrait d'un traumatisme crânien grave et était allongée sur son lit. En sortant Mackenzie de la baignoire, on a constaté des blessures au visage et à la tête causées par un objet contondant. Bella a été immédiatement transportée à l'hôpital local où elle est restée dans un état critique. La police s'est immédiatement saisie de l'affaire, essayant de découvrir qui avait attaqué Mackenzie et Bella avec une telle brutalité. Il y avait plusieurs grandes mares de sang au rez-de-chaussée de la maison où l'on pouvait voir des traces de traînées, comme si Mackenzie avait été traînée de l'endroit où elle a été tuée jusqu'à la baignoire. Et en même temps, les enquêteurs ont remarqué des empreintes de chaussures dans certaines des mares de sang. Sur les photos prises par les enquêteurs, le motif sous la chaussure montre de fines rayures horizontales avec le mot Ariat. Ariat est un fabricant populaire de bottes de cow-boy et il existe de nombreuses versions de ces semelles, chacune ayant un motif différent selon le style des bottes. Sur Google, le résultat et la photo des bottes Aria pour homme à bout carré large montraient un motif sur la semelle et l'emplacement du mot Ariat qui correspondait aux photos de l'empreinte ensanglantée sur la scène du crime. Donc, la police savait quel type de chaussures elle recherchait. Heureusement, elle avait également d'autres preuves. Les détectives ont obtenu des images de vidéosurveillance d'un voisin de Mackenzie. Ces images de vidéosurveillance montraient un pick-up blanc garé du côté ouest de la rue Wabash pendant environ 37 minutes avant qu'il ne soit vu passant devant la maison de Mackenzie à 4h59 du matin, le 15 janvier. Puis, à 5h36 du matin, un homme inconnu portant des vêtements de couleur sombre est aperçu en train de passer devant la maison de Mackenzie. Il se dirige ensuite vers la maison et disparaît dans le jardin arrière. À 6h02, la caméra a filmé le même homme courant depuis la maison de Mackenzie, puis repartant en pick-up. On voit le pick-up arriver à une station-service Shell quelques minutes plus tard et un homme hispanique aux cheveux noirs, portant un sweat à capuche foncée, une combinaison foncée et un masque médical bleu, entre dans le magasin. Les images de surveillance montrent ensuite le pick-up quittant la station-service à 6h22. À 6h48, il revient devant la maison de Mackenzie. L'homme inconnu sort à nouveau du pick-up et entre dans la maison de Mackenzie, où il ne ressortira que 2 heures plus tard. Au cours de l'enquête, la famille de Mackenzie a découvert qu'un appel au 911 avait été passé à 6h01 du matin, le 15 janvier, depuis le téléphone portable de Mackenzie. C'était environ 1 minute avant qu'on puisse voir l'homme s'enfuir de sa maison sur les images de surveillance. L'opératrice du 911 n'entendait que des cris et des bruits de lutte en fond. La police est allée à la maison pour vérifier la situation. Cependant, la police n'a jamais précisé les actions exactes qui ont été réellement entreprises à leur arrivée, y compris l'heure à laquelle ils sont arrivés, le temps qu'ils ont passé sur place, ni même ce qu'ils ont fait une fois sur les lieux. Cependant, nous savons qu'ils sont partis et qu'ils ignoraient totalement que Mackenzie et Bella étaient toutes deux dans la maison, mourant. Les agents qui ont répondu à l'appel au 911 ont dit à la famille de Mackenzie qu'ils ne pouvaient pas entrer dans la maison à cause d'une politique mise en place après la condamnation d'Eric DeVal Henry, un détective blanc de la police de Kansas City qui a été reconnu coupable d'homicide involontaire. Dans la fusillade mortelle d'un homme noir, les détectives ont informé la famille Hopkins. Shannon Hopkins a dit qu'il lui avait parlé d'un changement de politique. Mais le procureur a affirmé qu'aucune politique n'avait changé. Dans l'affaire DeVal Henry, l'agent DeVal Henry a répondu à un incident de circulation signalé par un hélicoptère de police. Avec son partenaire, DeVal Henry a couru dans l'arrière-cour où Cameron Lamb reculait son pick-up vers le garage. Quelques secondes après, DeVal Henry lui a tiré dessus et l'a tué. DeVal Henry a soutenu qu'il n'avait agi qu'en légitime défense, car il avait vu une arme sur Cameron Lamb. Mais les procureurs du comté de Jackson l'ont poursuivi au pénal, affirmant que l'homme n'était pas armé et qu'une arme avait été placée sur lui avec d'autres preuves. Il a aussi été constaté que DeVal Henry et son partenaire n'avaient aucune raison valable d'être sur la propriété de Cameron Lamb. Donc apparemment, après tout ça, ils doivent faire attention avant d'entrer dans les maisons
mais je ne comprends pas parce que lors de l'appel au 911, vous pouvez entendre des cris et des disputes et ils ont découvert que cela venait de la maison. Donc il y avait clairement un motif raisonnable, contrairement à l'autre incident. Je ne vois pas vraiment le lien entre les deux, en fait. Dis-moi si tu as une idée, car moi, aucune. Les détectives sont donc allés chez la bonne amie de Mackenzie pour savoir ce qu'elle savait. Cette amie était tellement proche de Mackenzie qu'elle avait même une clé de sa nouvelle maison pour pouvoir venir et partir comme elle le voulait. En parlant avec cette amie à l'intérieur de sa résidence, les détectives ont remarqué une paire de bottes de cow-boy près de la porte d'entrée. Quand ils ont demandé à cette amie à qui appartenaient ces bottes, elle a répondu que c'était en celle de son petit ami, José Escalante. Et ce n'était pas n'importe quelle botte de cow-boy. Elles semblaient être les mêmes bottes Ariat que la police recherchait. Il y avait aussi un camion blanc à cabine double garé dans l'allée lorsque la police était arrivée ce jour-là. José Escalante est alors devenu le principal suspect de la police. Le 16 janvier 2022, un mandat a été émis pour perquisitionner la maison de José Escalante. Il a aussi été placé en garde à vue et emmené au siège de la police de Kansas City. L'amie de Mackenzie a dit à la police qu'elle avait dit à José, le soir du 14e, qu'elle serait chez Mackenzie. Cependant, il s'agissait d'un faux alibi. Elle voulait sortir, mais ne voulait pas le dire à son petit ami José. Je pense que c'est à cause de son tempérament, mais ce n'est qu'une supposition. Alors elle a menti et a utilisé Mackenzie comme couverture, et apparemment, cela a fini par coûter la vie à Mackenzie. Elle n'a même pas dit à Mackenzie qu'elle avait servi de couverture dans son histoire. Si tu vas utiliser tes amis comme couverture, préviens-les au moins, franchement. La nuit où cette amie était sortie, quand elle est rentrée chez elle, elle dit qu'elle ne se souvient pas avoir vu José là-bas et elle ne se souvient pas l'avoir revu avant 10 heures le lendemain matin. Lorsque la police a parlé avec José, il a dit qu'il était sorti le soir du 14 janvier et qu'il était allé au casino de la 7e rue. Dans son GMC Sienna blanc, José a dit qu'il y avait retrouvé 2 de ses cousins, puis qu'il avait quitté le casino seul et qu'il était allé dans un bar appelé Mississippi's à Kansas City. Il a dit qu'il était resté jusqu'à la fermeture, c'est-à-dire 3 heures du matin. Après cela, il dit qu'il est sorti sur le parking du bar, a parlé à quelques personnes, puis est parti avec son camion. Donc, on dirait qu'il n'a pas d'alibi pour le moment où Mackenzie a été assassiné. Après qu'on lui ait présenté l'information selon laquelle son camion avait été aperçu près de la maison de Mackenzie, José a admis que c'était bien son camion. Il a aussi reconnu être présent sur les images de vidéosurveillance à la station-service Shell. Lorsque la police l'a confronté au sujet des vêtements qu'il portait, dans la station-service Shell n'étaient pas les mêmes vêtements qu'il avait dit à la police qu'il portait. José a dit aux enquêteurs qu'après avoir quitté le bar, il avait mis ses bottes et les vêtements qu'il portait pour se réchauffer. Bien sûr, José a nié toute implication dans le meurtre de Mackenzie et l'agression contre Bella. Il n'avait aucune raison d'expliquer pourquoi son camion était resté plus de 2 heures dans la zone. Pendant l'interrogatoire, José a accidentellement révélé son mobile pour l'attaque contre Bella. Il a dit que puisqu'il avait aidé Mackenzie à emménager dans sa maison, Bella saurait qui il était, donc il devait aussi se débarrasser d'elle. José Escalante a été détenu sans caution, accusé de meurtre, d'agression de 2 chefs d'action criminelle armés et de mise en danger d'un enfant, tous au 1er degré. Selon la loi du Missouri, les procureurs pouvaient demander la peine de mort dans cette affaire. Alors que la famille continuait d'espérer et de prier pour que la petite Bella s'en sorte, les détectives de la police sont venus les voir et leur ont annoncé qu'ils avaient arrêté l'homme responsable de ces actes horribles. José, 31 ans, a plaidé non coupable des accusations. Son avocate de la défense remet en question sa santé mentale, affirmant qu'il entend souvent des voix et qu'il a des pertes de mémoire. On ne sait pas si tout cela était vrai, mais... Son procès devait commencer en octobre de l'année dernière, mais il n'y a eu aucune nouvelle information depuis, donc je pense que cela a probablement été reporté à cause du Covid. Je vais donc surveiller de près pour avoir plus d'informations à ce sujet, car c'est très étrange qu'il n'y ait pas eu de mise à jour depuis si longtemps. La seule explication à laquelle je pense, c'est que ça a dû être repoussé. À part les déclarations de cause probables,
Seul un rapport d'incident rédigé après la découverte du corps de Mackenzie Hopkins et l'ouverture de l'enquête pour homicide est accessible au public. Ce n'était qu'un document d'une page et il ne mentionnait pas le fait que Bella avait été découverte grièvement blessée et de nombreuses autres choses comme les résultats de l'autopsie ainsi que l'appel au 911 passé ce matin-là, restent confidentiels en vertu de la loi de l'État. Secourue chez elle dans un état critique, Bella Hopkins a été transportée d'urgence au bloc opératoire. Elle ne s'est pas réveillée pendant 2 semaines, mais elle a fini par le faire. Elle a passé un certain temps en unité de soins intensifs avant d'être autorisée à rentrer chez elle en février 2022. Sa guérison lui a valu le titre de miracle de la famille. La petite Bella a rencontré beaucoup de difficultés après tout cet incident, mais elle a lentement retrouvé ses forces et elle est presque redevenue la petite fille qu'elle était autrefois. Elle poursuit la kinésithérapie, l'ergothérapie et l'accompagnement psychologique, tout comme sa famille. Bella porte une cicatrice physique de l'attaque à laquelle elle a survécu. Elle a une grande cicatrice sur la tête, là où les chirurgiens ont dû remplacer une partie de son crâne. C'est toujours une petite fille insouciante de 5 ans et elle parle de sa maman, mais jamais de façon triste, dit son grand-père. Il ne croit pas qu'elle ait le moindre souvenir de l'incident. Début mai 2022, la famille de Mackenzie s'est réunie pour commémorer ce qui aurait été son 26e anniversaire. Shannon a dit que cela comprenait notamment le fait de parler de la façon dont ils gèrent tous la douleur et parfois la culpabilité qui survient chaque fois qu'ils se rappellent ce qui est arrivé à Mackenzie et Bella. Une veillée pour Mackenzie a eu lieu le samedi 22 janvier 2022 au salon funéraire Floral Hills de Newcomer à Kansas City, dans le Missouri, suivie d'une cérémonie commémorative. Merci d'avoir écouté l'histoire de Mackenzie aujourd'hui. Et celle de Bella aussi, je suppose. Comme je l'ai déjà dit, je ne comprends vraiment pas pourquoi les policiers utilisaient l'excuse d'un incident totalement différent, qui ne semblait pas du tout lié, pour justifier le fait qu'ils n'étaient pas entrés dans la maison de Mackenzie. S'ils avaient vraiment enquêté, ils auraient très probablement vu Mackenzie tout de suite et ils auraient peut-être encore pu la sauver à ce moment-là. Peut-être que Bella n'avait pas encore été attaquée. Qui sait, José aurait pu aller à la station-service, puis revenir et l'attaquer après avoir réfléchi au fait qu'elle pouvait le reconnaître. Je ne peux qu'imaginer à quel point sa famille doit être frustrée en sachant que si la police avait agi différemment, ils auraient peut-être pu sauver Mackenzie ce jour-là et épargner à Bella tout le traumatisme qu'elle a dû surmonter. Je me demande s'ils vont tenter de poursuivre la police de Kansas City ou s'ils le peuvent. Je vais rester attentive à toute nouvelle information. J'espère que cet homme sera condamné pour longtemps pour ce qu'il a fait à ces 2 magnifiques jeunes filles. Si tu aimes les histoires criminelles racontées par moi, clique sur s'abonner et active les notifications pour être informé de mes nouvelles vidéos 2 à 3 fois par semaine. Merci d'avoir regardé Un Monde Maléfique. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci de soutenir Un Monde Maléfique. Adina, Amy, Angela, Angie, Cara, Lindsay, Mel et Neoma. Vous êtes génial. Encore plus de Un Monde Maléfique disponible sur Patreon. Vous aurez accès à des vidéos exclusives chaque mois et bien plus encore. Tout soutien permet de ne pas oublier les victimes et de révéler les failles sociétales liées à chaque affaire. Rendez-vous sur patreon.com/wickedworld ou utilisez l'application Patreon.